Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. Dans les années 1970, le talentueux écrivain et cinéaste sénégalais Ousmane Sembène m'avait lancé un défi après la projection de son film Émitaï, en affirmant qu'un Français ne pouvait pas être neutre dans l'évocation de notre histoire commune franco-sénégalaise. Plutôt que d'entrer dans la polémique, m'appuyant sur les faits relatés dans divers travaux universitaires, je me suis fixé comme objectif de présenter au public un vaste tableau mais concis des relations entre l'Afrique et la France au XIXe siècle. Plus que jamais aujourd'hui, en dehors des milieux spécialisés, les lecteurs intéressés par l'histoire ont besoin de jalons pour comprendre le passé. C'est ce que je me suis efforcé de faire dans cet ouvrage à partir de mon expérience pédagogique acquise pendant mes années d'enseignement en Afrique noire et de mes recherches archivistiques. Après avoir évoqué dans un ouvrage précédent les résistances africaines aux conquêtes djihadistes et françaises au XIXe siècle, des rives du Sénégal au pays tchadien, voici pour compléter celle des rives du golfe de Guinée et des pays de l'océan Indien. Je dédie cette étude au Sénégalais Iba Der Thiam, professeur des universités. Il m'a toujours accordé sa confiance et son soutien. En 1974, il fut le premier à présenter au public dakarois ma thèse sur l'histoire de la Casamance, et il m'a fait l'honneur m'intégrer au sein du comité scientifique de l'histoire générale du Sénégal dont il est le coordonnateur. Je ne saurais oublier la fidélité de Modi Niang, inspecteur honoraire de l'enseignement, la bienveillance d'Amadou Matar Mbo, ancien directeur général de l'UNESCO, la compréhension de Mamadou Dia, ancien président du Conseil du gouvernement sénégalais, et l'aide efficace des présidents humanistes Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf pour la publication de mes travaux. À tous, l'expression de ma reconnaissance. Introduction. Avant la conquête européenne, les Africains en conflit les uns contre les autres tentaient de survivre dans une humanité peu propice au compromis. Embourbée par les conflits napoléoniens en Europe, la France recommença à porter son attention sur l'Afrique après 1815. Dans la première partie du XIXe siècle, les explorations françaises des côtes des rivières du Sud et du golfe de Guinée permirent de créer quelques comptoirs, Carabane 1836 et Sédiou 1838 en Casamance. À partir de 1859, les Français entrèrent dans la zone d'expansion coloniale entre le Siné Saloum sénégalais et la Sierra Leone, dépendance britannique depuis 1807. Le commandant particulier de Gorée avait autorité sur le Siné Saloum, la Casamance au Sénégal, le Rio Nunez, le Rio Pongo et la Mélacorée en Guinée. La forte concurrence des commerçants anglais incita les Français à installer des comptoirs permanents en Côte d'Ivoire, au Dahomey et au Gabon. L'officier de marine Louis-Édouard Bouët-Ouillaumez, affecté sur les côtes d'Afrique en 1836, installa des points de relâche pour des factoreries, et le Marseillais Victor Régis, impliqué au départ dans la traite des Africains, se reconvertit peu à peu dans le commerce de l'huile de palme avec le roi esclavagiste d'Abomey, Bénin, qui lui accorda un monopole à partir du port de Ouidah. L'essor commença en 1851 avec le rapport remis par la Commission des comptoirs et du commerce des côtes d'Afrique. À partir de 1845, l'islet de Gorée au large de la presqu'île du Cap-Vert devint le chef-lieu de la division navale des côtes d'Afrique, avec son commandant particulier. Les chefs de la division navale tels que Bouët-Ouillaumez, le capitaine de vaisseau Baudin, l'amiral Lafond de Ladeba, avaient légalement leur point d'attache à Gorée. Cependant, ils étaient constamment en croisière sur les côtes du golfe de Guinée. Le 1er novembre 1854, un décret plaça l'administration de Gorée et dépendance sous l'autorité du chef de la division navale des côtes occidentales d'Afrique. Il prit le titre de commandant supérieur des établissements des côtes occidentales d'Afrique, secondé par le commandant particulier à Gorée. Gorée et dépendance devinrent alors une colonie distincte du Sénégal, comprenant les territoires et les postes français jusqu'au Gabon. Le décret du 20 février 1859 annula l'innovation de 1854 et replaça Gorée et ses dépendances sous l'autorité du gouverneur du Sénégal. Le commandant supérieur disparut, mais le commandant particulier demeura avec le titre de chef du 2 degrés arrondissement. Du 3 mars 1859 au 30 avril 1865,
Le titulaire du poste fut le colonel Émile Pinet-Laprade jusqu'à sa nomination au poste de gouverneur du Sénégal en 1869. L'avancée amorcée par Faidherbe vers le Soudan ne fut pas aisée. Il fallut toute la détermination et le savoir-faire des proconsuls comme Brière de Lille, Gallieni, Borgny-Desbordes, Archinard pour venir à bout des résistances opiniâtres des souverains soudaniens affaiblis malgré tout par leur division, leur rivalité et leur incapacité à établir un front commun. Les guerres intestines étaient d'une rare violence. Depuis la fin du XVIIIe siècle, des conquérants djihadistes, Ousmane Danfodio, El Hadj Omar, Samori Touré combattaient les populations animistes et musulmanes peu disposées à subir leur asservissement et l'esclavage. Les Français en profitèrent pour imposer des protectorats aux populations menacées. Personne n'était dupe. Les protégés conscients de leur situation critique les acceptèrent de gré ou de force. El Hadj Omar, son fils Amadou, Samori Touré perçurent la menace des ambitions expansionnistes françaises sur leur pouvoir. Ils tentèrent de la retarder soit par la guerre, soit par des négociations âprement conduites par leurs diplomates habiles et pragmatiques. L'expansion européenne se développa rapidement après 1878 et ne ralentit que dans les premières années du XXe siècle. On en connaît les raisons. Le développement des communications avec les progrès de la marine à vapeur, les progrès de l'armement et des techniques, la volonté de trouver des matières premières, coton, caoutchouc, café, sucre, les huiles, etc. Les interventions politiques aidèrent la pénétration commerciale. Les explorateurs et les négociants rencontrant des oppositions chez les autochtones, firent appel à leur gouvernement. Ils s'emparèrent progressivement des points stratégiques pour protéger les intérêts de leurs nationaux. Une véritable chasse au trésor s'ensuivit si bien que les puissances européennes organisèrent les règles du partage du continent africain, pendant la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. 13 puissances européennes y participèrent avec l'Empire ottoman. Elles s'engagèrent à ne plus procéder à des acquisitions sans le notifier aux autres. Les peuples africains et leurs chefs ne furent ni consultés ni informés des discussions. En outre, les Européens pensaient avoir une mission civilisatrice. L'esclavage étant aboli, le christianisme se diffusa grâce à l'action des missionnaires des diverses confessions chrétiennes. En règle générale, les colonisateurs encouragèrent leurs missionnaires nationaux à privilégier l'enseignement de leur langue. Les missions chargées de sous-traiter une grande partie du domaine social ouvrirent des écoles et des dispensaires. 3 grandes congrégations françaises propagèrent le catholicisme. La Société des Pères du Saint-Esprit créée en 1703 par Poulard des Places avec son séminaire sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Elle forma le clergé colonial envoyé aux Antilles, à l'île de la Réunion et au Sénégal. La Société des Missions africaines de Lyon fondée en 1854 par Monseigneur de Marion-Brézillac, évêque aux Indes. Il se démit de sa fonction pour se consacrer à l'apostolat en Afrique. Son successeur, le père Planck sans quitter la France dirigea la société de 1859 à 1907. Elle connut un développement remarquable. En 1861, les premiers prêtres débarquèrent au Dahomey, le Bénin, puis au Nigeria et en Gold Coast, Ghana. Les Pères blancs de Notre-Dame d'Afrique créés par le cardinal Lavigerie, archevêque d'Alger. Après la conquête française, les Pères blancs s'établirent au Soudan français, Mali et surtout en Haute-Volta, Burkina Faso, où ils convertirent de nombreux animistes. À l'œuvre de ces missionnaires, il faut associer celle des ordres religieux féminins comme les Sœurs Blanches, les Sœurs du Saint-Esprit, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny fondées par la mère Javoué en 1806. Après la défaite franco-allemande de 1870 à 71, les dirigeants français consacrèrent d'abord leur énergie au redressement économique et psychologique du pays. Poussés par des raisons de prestige et économique, les républicains de sensibilité de gauche, Léon Gambetta et Jules Ferry poussèrent à l'intervention coloniale d'abord en Annam, puis en Tunisie, à Madagascar et au Congo. Pour reprendre véritablement le rang qui lui appartient dans le monde, la France se doit de ne pas accepter le repliement sur elle-même. C'est par l'expansion, par le rayonnement dans la vie du dehors, par la place qu'on prend dans la vie générale de l'humanité que les nations persistent et qu'elles durent. Si cette vie s'arrêtait, c'en serait fait de la France.
Je dis que cette politique d'expansion coloniale s'est inspirée d'une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre attention. À savoir qu'une marine comme la nôtre ne peut pas se passer sur la surface des mers d'abris solides, de défense, de centres de ravitaillement. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, c'est descendre du premier rang au troisième et au quatrième. Il y a un second point, un second ordre d'idées que je dois également aborder, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Les résistances à la conquête et à l'occupation française se sont manifestées conjointement d'ouest en est au Soudan à partir du Sénégal, colonie française la plus ancienne, du sud vers le nord dans les pays du Golfe de Guinée, du nord vers le sud au Gabon et au Congo. Nous examinerons l'occupation du Togo et du Cameroun, anciennes colonies allemandes après la guerre de 1914 à 18, et les résistances des populations des îles de l'océan Indien. Les souffrances éprouvées ont laissé des traces dans les mémoires. Elles sont cause de bien des incompréhensions. Pour les dissiper et envisager un avenir plus serein, l'histoire nous invite à les connaître et à tenter de les comprendre. La Guinée-Conakry. La Guinée dispose d'une large plaine côtière. Elle s'étend en bordure de l'océan au pied du massif du Fouta Djallon. Le Fouta Djallon, véritable château d'eau de l'Ouest africain, est constitué d'une série de plateaux s'étageant entre 500 et 1500 mètres d'altitude. La Haute-Guinée, immense savane, forme une zone de transition avec le Soudan-Mali. Le fleuve Niger et ses affluents y ont creusé leurs plaines alluviales. À l'extrémité sud-est de la Guinée forestière se présente comme une région de montagne inhospitalière couverte de forêts. La végétation y est luxuriante et la forêt y est dense. Les rivières du Sud. Les pays guinéens faisaient partie des rivières du Sud, dépendance de la colonie du Sénégal. Les Portugais avaient exploré le littoral au XVe siècle et en avaient profité pour s'établir en Guinée dite portugaise, Guinée-Bissau. Les Britanniques s'étaient implantés en Sierra Leone à la fin du XVIIIe siècle. Sur les rives du Rio Nunez où vivaient les Landoumas, existaient des comptoirs français, anglais et américains. Sarah, roi des Landoumas, voulut augmenter les coutumes payées par des traitants du Sénégal. Ceux-ci firent appel aux Français pour imposer leur vue. Le souverain ne voulut pas céder, et des factoreries furent pillées. Le 1er août 1839, le lieutenant Quéret et les négociants du Rio Nunez imposèrent un traité au roi Sarah ainsi qu'aux représentants de l'Almami du Fouta Djallon. Le 10 janvier 1842, le lieutenant de vaisseau de Keralay, commandant la canonnière l'Alouette, précisa les conditions dans une nouvelle convention. Le 18 avril 1845, le lieutenant de vaisseau Lafond de l'Adéba qui avait remonté la Mélacorée signa une convention qui assurait le monopole du commerce dans la vallée. Puis il dirigea une expédition contre les Bagasses qui gênaient le commerce dans la région du Rio Nunez, et obtint d'eux le 27 mai un traité analogue à celui conclu avec les Landoumas. Devant les exigences des Français de n'avoir qu'un seul interlocuteur dans le Rio Nunez, les autres chefs exprimèrent leur désaccord. De nouveaux troubles éclatèrent. Un nouveau traité fut nécessaire. En 1846, Tongo, successeur de Sarah, expulsa les traitants français du Sénégal. Le 27 juillet 1848, la troupe du lieutenant de vaisseau du Cré de Villeneuve occupa le village de Bokeh. En 1849, le roi fut déposé au profit d'un frère plus conciliant, mais de nouveaux incidents lui permirent de retrouver son pouvoir. Il consentit à signer un nouveau traité. En échange de la souveraineté française, on lui permit de continuer à faire du commerce avec les traitants de Sierra Leone. Depuis 1864, la maison Verming de Marseille animait le commerce français dans le Rio Nunez et à partir de 1868 dans le Rio Pongo. Elle possédait une factorerie en face de Bofa. Elle fit pression sur les autorités françaises pour établir sa souveraineté sur ces territoires. En 1865, après être intervenu militairement en Casamance, Pinet-Laprade, commandant particulier de Gorée, entreprit une expédition pour réduire définitivement les tentatives de soulèvement des Landoumas. En janvier 1866, ses troupes occupèrent Bokeh. Un traité plaça le roi des Landoumas sous le protectorat de la France. Ce fut le point de départ de la conquête économique et politique de la Guinée.
En effet, l'installation de comptoirs sur le Rio Núñez avait l'avantage de se trouver au milieu de terres riches et sur la route du Fouta-Djallon. À partir des années 1850, les accords passés avec des chefs du Rio Pongo, rivière des Singes, ne furent vraiment confirmés que lorsque John Cati, roi de cette région, consentit à son tour en 1876 de se placer sous la protection de la France en échange d'une pension annuelle et le droit de commercer avec les Sierra-Léonais. 3 postes militaires furent installés, à Boké, Rio Núñez, Bofa, Rio Pongo, et Benti, Melacoré, à proximité de la frontière avec la Sierra Leone. La Confédération théocratique du Fouta-Djallon. La Confédération communiquait avec la côte guinéenne, le Haut-Niger, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Au XVIIIe siècle, des peuls isolés avaient créé un régime théocratique de type féodal fondé sur l'islam et sur l'exploitation d'un esclavage familial. Ses fondateurs, Karamoko Alpha, 1725 à 1750, et son cousin et successeur Ibrahima Sori, 1751 à 1784, furent les premiers almamis, titre religieux prestigieux. Selon Sekene Modi Sissoko, l'histoire du Fouta au XVIIIe-XIXe siècle est un triste tableau de guerre civile. Toutes les prescriptions coraniques étaient foulées aux pieds. L'assassinat du rival devenait un moyen politique et l'activité économique était gravement compromise par des troubles permanents. Pour mettre fin aux rivalités familiales, le Conseil des Anciens établit à la mort d'Ibrahima Sori une alternance bicéphale. Les almamis désignés assumaient le pouvoir par période de 2 ans. Il existait 2 capitales, l'une politique, Fugumba, où se réunissait le Grand Conseil des Anciens composé de 13 membres, l'autre plus religieuse, Timbo, servait de résidence à l'Almami. 2 partis se partageaient donc le pouvoir, les Alfaya et les Soria. Entre 1837 et 1872, l'homme fort Umaru, appuyé par les Soria, consentit à partir de 1840 de partager le pouvoir avec le jeune Ibrahima Sori Dara. Chacun régnait à tour de rôle tous les 2 ans. À la mort d'Umaru, le Fouta épuisé était affaibli par les dissensions intérieures et les invasions de Peloubou, des musulmans fanatiques qui avaient occupé la capitale Timbo. Les populations étaient incertaines du lendemain, pressurées à tout moment par la turbulente et intrigante aristocratie Peul. Ils exercèrent une suzeraineté sur les Landouma, les Nalous du Rio Núñez, les Soussous du Rio Pongo et les chefs de la Haute Mélacoré qui leur payaient tribut. L'État du Fouta-Djallon était divisé en 9 DIWE accent aigu ou provinces, en souvenir des 9 premiers compagnons du prophète Mohammed. Chacune était dirigée par un chef, l'Alpha. Il s'occupait de la répartition de l'impôt et du recrutement du contingent pour le djihad. Le Diwal de l'abbé était alors dirigé par Alpha Yaya Diallo. Il se plaignait auprès des gouverneurs du Sénégal et de Guinée des atteintes à son autorité de la part de l'Almami Bokar Biro. Un tel système fonctionna jusqu'en 1896, date où des rivalités tragiques entre les 2 familles facilitèrent la conquête française. L'État Peul entretenait des relations commerciales avec les comptoirs français, anglais et américains situés sur les 2 rives du Rio Núñez, depuis l'embouchure du fleuve jusqu'à Boké. Des hauts plateaux partaient vers la côte, des peaux de bœuf, de la cire et des esclaves troqués contre les marchandises de traite, sel, poudre, tabac, armes, tissus. Les Anglais et les Français connaissaient mal le Fouta-Djallon. Ils envoyèrent des émissaires à Timbo pour tenter de développer leurs relations commerciales. En 1850, le gouverneur du Sénégal ordonna au lieutenant Écart de prendre contact avec l'Almami du Fouta-Djallon, afin de faciliter le commerce entre l'arrière-pays montagneux et la côte. Bien reçu, Écart séjourna à Timbo 4 mois. Les Almamis consentirent à faire du commerce avec les Français. 10 ans plus tard, le lieutenant Lambert séjourna à son tour à Timbo. Le pays fut mieux connu grâce aux explorations d'Aimé Olivier Pastré de Sanderval. Aimé Olivier Pastré, comte de Sanderval né à Lyon, issu d'une grande famille locale installée à Marseille, s'était passionné dans son enfance pour les récits de voyages de René Caillé à Tombouctou. Entre 1880 et 1919, il effectua 5 séjours au Fouta-Djallon et en fit le récit dans des carnets repris dans certains journaux français de l'époque. Arrivé en 1877, dans l'île de Boulam, Guinée portugaise, il passa au début de 1880,
avec les chefs Nalou du Cassini une convention par laquelle ceux-ci lui concédèrent le monopole du commerce sur leur territoire. Puis il entreprit un premier voyage au Fouta Djallon. Au début, l'intention de Sandoval était de parvenir aux mines d'or du Bourré. À Timbo, subjugué par les beautés de la nature et la salubrité du climat, il souhaita y fonder un établissement prospère. L'Almami lui concéda des terres sur lesquelles il fonda un comptoir à Kael, dont il prétendit être le roi. Le 20 mars 1880, il signa un premier traité commercial avec les Peuls pendant que deux de ses agents MM Gaborio et Ansaldi obtenaient le 27 juin l'autorisation d'un projet de construction d'une voie ferrée entre le Fouta Djallon et la mer. Sandoval partit en France pour acquérir du matériel. Les autorités françaises y renoncèrent, doutant de sa sincérité et de sa capacité à réaliser un tel projet, estimant qu'il pouvait être un agent du Portugal. À son retour, installé dans son domaine de Kael, il mit en garde l'Almami contre les visées des Britanniques de Sierra Leone. En 1881, le gouverneur anglais Goldsberry de Gambie arriva à Timbo. Il voulait conclure un traité de protectorat, mais Olivier de Sandoval dissuada l'Almami de l'accepter. Le 30 mars 1881, il consentit seulement à signer un traité de commerce. Informé des desseins britanniques sur le Fouta Djallon, le gouverneur du Sénégal Brière de Lille chargea le docteur Bailleul de s'y rendre pour obtenir des Almamis un protectorat de la France. Jean-Marie Bailleul, 1849 à 1905, né à Aiguières dans les Bouches-du-Rhône, était sorti de l'école navale de Toulon. Ayant soutenu sa thèse de doctorat à Montpellier en 1874, il s'était embarqué à l'âge de 25 ans à destination des côtes occidentales de l'Afrique pour participer à diverses explorations dans les rivières du Sud. Il visita les comptoirs du Rio Núñez et de la Guinée portugaise. Nommé médecin de première classe, il arriva au Sénégal en 1879 et accompagna Gallieni, directeur des affaires politiques, dans sa mission sur le Haut-Niger. L'objectif principal était de prospecter au Soudan, d'étudier le tracé d'une voie ferrée Médine-Bafoulabé-Niger et d'examiner les possibilités de main-d'œuvre offertes dans les pays traversés. Bailleul, accompagné du dessinateur-photographe Noiro, arriva à Boké en mai 1881 et à Timbo, le 23 juin, où il fut reçu par l'Almami sortant, Soria, à qui il présenta les lettres de créance du président de la République française. Le nouvel Almami, Alfaya, lui fit bon accueil mais hésita à s'engager. Le 5 juillet 1881, après des pourparlers difficiles, il consentit à signer un traité de protectorat et autorisa les nationaux français à l'exclusion des autres d'installer des maisons de commerce dans tout le Fouta Djallon. En échange, le gouvernement français consentit à payer à chacun une rente annuelle de 3 000 francs payable par semestre à Boké, et une rente annuelle de 1 500 francs aux chefs de province de la baie et de Timbo situés aux frontières du Fouta Djallon. Un deuxième document accordait aux Français le cantorat sur la Gambie et divers territoires en Guinée jusqu'à la Mélacorée incluse. Les Britanniques, qui souhaitaient drainer le commerce des Peuls vers la Sierra Leone, dénigrèrent les Français. Les Almamis prirent conscience qu'ils avaient peut-être fait un mauvais calcul, d'autant que la présence française devenait de plus en plus envahissante sur le littoral et au Soudan. En outre, ils combattaient leur allié le djihadiste Samori Touré et encourageaient leur vassal casamançais Moussa Molo à la rébellion. En 1886, Amadou, l'Almami régnant, écrivit à l'administrateur de Boké pour lui rappeler les termes du traité signé par le lieutenant Lambert par lequel les commerçants devaient lui payer l'impôt. On lui répondit que ledit traité avait été rendu caduc par celui du 5 juillet 1881. Un décret du 12 octobre 1882 stipula que les rivières du Sud, sous dépendance du Sénégal, étaient érigées en colonies. Le premier lieutenant-gouverneur fut le docteur Bailleul, âgé de 34 ans. La France se fit confirmer son autorité sur les Rios Núñez, Pongo et la Mélacorée. Le 12 octobre 1883, Bailleul chercha à régler les litiges avec les Anglais. En mission au Soudan, les visées de Gallieni sur le Fouta Djallon lui rendaient la tâche délicate. Une première mission conduite par le lieutenant Levasseur essuya le refus de l'Almami de la recevoir. Une seconde dirigée par le lieutenant Pratt parti de Caille fut reçue à Fugumba, mais l'Almami repoussa une première fois le projet de traité.
En mars 1888, il finit par l'entériner dans la mesure où il reprenait les termes de celui de 1881, à l'exclusion des rentes. En février 1885, après le congrès de Berlin, la France désigna un commandant des possessions françaises de la Côte de l'Or, en la personne de Charles Bourg sous l'autorité du commandant supérieur du Gabon. Ce commandement fut par la suite rattaché au Sénégal, en novembre 1886. Le 1er août 1889, les rivières du Sud, les établissements français de la Côte de l'Or et du golfe du Bénin furent définitivement détachés du contrôle du Sénégal. En créant par décret les possessions françaises de la Côte de l'Or, la France imposait sa domination dans les faits. Cette nouvelle entité administrative fut rattachée aux rivières du Sud, avec une autonomie financière et administrative autorisant le résident, outre le lieutenant-gouverneur, à correspondre directement avec le sous-secrétaire d'État à la Marine à Paris. Du Soudan, Gallieni, partisan de la manière forte, envoya une délégation commandée par le capitaine Odéoud. L'entrevue faillit tourner au drame, et l'officier dut quitter Timbo rapidement. L'alerte fut chaude et les Almamis restèrent sur leur garde. Archinard, successeur de Gallieni, fit une nouvelle tentative avec l'envoi de la mission du capitaine Briclot. L'Almami Ibrahima Dongol, fait là de plus en plus irrité, refusa les soi-disant cadeaux qu'on lui offrait. Les problèmes du Rio Núñez. Le pays des Nalous restait très agité par des querelles dynastiques. La fin du règne de Youra Towel, 1857 à 1885, suscitait les convoitises de son neveu Dina Salifou et de son gendre Bokari Katounou. Ce dernier comptait sur l'appui de son parent Bobo Morgan, chef influent dans le Bas Núñez. Le 10 décembre 1883, Bobo Morgan fut attaqué, traîné devant le vieux roi Youra et exécuté. Le début d'affrontements violents paralysa le commerce français, à la grande satisfaction des Anglais. Jean-Marie Bailleul intervint pour tenter de rétablir la paix. Quand il arriva dans la rivière le 24 janvier 1884, la guerre faisait rage. Bokari Katounou comptait bien faire valoir ses droits. Les traités commerciaux garantissant la libre circulation sur le Rio avaient été violés dans la mesure où Bobo Morgan avait été enlevé par les fidèles de Youra avec des produits achetés à la maison Vermink. Bailleul convoqua les chefs de la famille de Youra à bord de son aviso le Zéron, pour entendre leurs arguments. Comme personne ne se présentait, le lieutenant-gouverneur donna raison à Bokari dans sa guerre contre Youra. Les guerriers de Youra ripostèrent avec succès, et Bailleul tenta une médiation entre les deux rivaux Bokari et Dina. Elle aboutit le 30 janvier 1884 à un traité de paix précaire, Dina ne pardonnant pas à Bokari l'assassinat de sa mère. Malgré tout, Bokari était autorisé à percevoir des rindes dans le bas de la rivière tout en étant responsable du maintien de la paix. 15 jours plus tard, les troubles reprirent du fait de Bokari. Cette fois, Bailleul donna raison à Dina Salifou. Les maisons de commerce alertèrent à nouveau les autorités sur leur impossibilité de travailler. Bailleul, contraint de revenir, organisa de nouvelles palabres auxquelles assistèrent les représentants du commerce. Sarah, roi des Landouma opposé à Youra, estima que les Nalous étaient des usurpateurs. Après avoir entendu les intervenants, le lieutenant-gouverneur prit nettement parti en faveur de Dina Salifou. Le nouvel accord resta lettre morte. Jusqu'en mars 1885, les bandes de Bokari écumèrent la région. Cette fois, le gouverneur du Sénégal, Seignac Lesseps, envoya une compagnie d'infanterie sur un nouvel aviso pour s'installer dans la rivière afin d'assurer la protection des commerçants. Le 28 mars, Dina et ses guerriers participèrent au bombardement du village de Katounou où Bokari perdit la vie. Les chefs de la rivière acceptèrent de se soumettre à Youra à l'exception de Karimou, fils de Bobo Morgan. Après accord sur des litiges frontaliers, les rois des Nalous et des Landouma acceptèrent de renoncer à leur inimitié. Paul Vigné d'Octon, médecin colonial, futur député de l'Hérault présent lors de ces événements, relata ce qu'il avait vu. Des rives marécageuses du Rio Núñez au bord plus hospitalier et plus sain du Rio Cassini, s'étendait dans la zone mortelle des Palétuviers la tribu indolente des Nalous. À plusieurs milles de l'embouchure du fleuve, et sur sa rive gauche de frêles palmiers cachait le village de Katinou. Macumba,
la mère de Salifou avait eu les seins coupés par Bokhari. La vengeance fut terrible. Tous les blessés soignés par les Français furent massacrés. Le village étant pris et Bokhari tué, les troupes blanches gagnèrent le bord et il ne restait plus sur les décombres que les auxiliaires de Dina Salifou. Oh la triste, la lugubre, l'épouvantable besogne que ces gens-là accomplirent, une écume de plaisir aux lèvres. L'un d'eux en ricanant éventra une femme mourante et s'amusa à lui casser les dents sous ses talons. Un autre de ci, de là, piétinant tous les cadavres avec une indicible frénésie, plongea le bout de sa sagaie dans les yeux où brillait un dernier éclair d'agonie. Très préoccupé par l'état de santé des soldats de l'infanterie de marine qui lui étaient confiés, Vigné d'Octon, devenu par la suite un opposant virulent aux excès de la colonisation, écrivait dans cette même relation. La Roquelle nous apportait 15 fantassins de marine récemment venus de France. Bien qu'ils n'eussent fait qu'un très court séjour à Dakar, ils arrivaient le visage plombé par la fièvre, les yeux jaunis par la bile, et en les voyant débarquer mornes et veules, je songeais que le cimetière du poste ne serait pas assez grand pour les loger. Je me demandais quelle raison poussait nos gouvernants à condamner à une mort obscure de braves gens, dont les aînés firent pourtant si bonne contenance à Bazeilles. Pour protéger le commerce sans doute, mais il n'y avait dans la rivière que 2 factoreries, l'une française gérée par un Allemand consul d'Allemagne à Freetown et l'autre anglaise gérée encore par un Tudesque. Affaire dans le Rio Pongo et en Mélacorée. L'année 1883 avait été troublée dans le Rio Pongo, à cause des démêlés entre John Cathy et ses voisins. Comme il avait sollicité la protection du gouverneur de Sierra Leone, celui-ci avait prévenu Bayol qui se rendit sur place, d'autant qu'un certain nombre de chefs étaient des mulâtres anglais. Le poste de Boffa étant menacé, il réussit à obtenir du clan des Cathy à ne rien faire d'irréparable. En janvier 1884, il réussit à faire signer à John Cathy un traité avec ses voisins précisant que la France était décidée à garantir la paix. Du coup, les affaires reprirent dans la rivière. Bayol n'en avait pas fini quand il apprit que des troubles venaient d'éclater dans la Mélacorée. En janvier 1884, un chef peul musulman, Bokhari, cherchait à recruter des contingents dans la partie supérieure de la rivière. Les chefs sosos de la partie basse étaient inquiets. Bayol tenta de les rassurer. Devant les risques permanents de conflit, il observa que la rivière du Breka, proche de la presqu'île de Kaloum, possession des Nalous, était peut-être un site plus favorable pour y établir des établissements de commerce. Cette rivière mérite de nous intéresser. Le pays est en paix, sa situation est florissante. Il rendit visite à Balé Demba, roi de Dubreka, dans sa résidence de Toumania. S'il lui fit admettre l'utilité de créer un poste de douane, il ne parvint pas à le convaincre de la présence d'un poste militaire. Les convoitises européennes étaient vives puisqu'en juillet 1884, le vieux roi reçut la visite de l'explorateur allemand Nattigal qui lui proposa sans succès un traité de protectorat au nom de l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne. Les factoreries allemandes étaient nombreuses dans la région. Le 1er février 1885, Bayol obtint de Balé Demba la concession d'un terrain dans l'île de Timbo. Cette île, qui n'est plus aujourd'hui qu'une presqu'île à marée basse, présentait un grand intérêt pour abriter un mouillage pour les navires et pour commander le petit groupe des îles de Los qui appartenait alors à l'Angleterre. Le 28 mars 1885, le secrétaire d'État aux colonies Félix Faure écrivit alors au gouverneur Seignac Lesseps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.